Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ces vraies voix des JO sur Sud Radio. Ces JO de Paris, comme on ne les vit nulle part ailleurs au monde, même maintenant on pourrait dire. C'est avec nos vraies voix exceptionnelles, comme tous les soirs. Vous le savez, les membres du collectif des championnes et des champions français. Je vais vous les présenter dans un instant. Au programme ce soir, notre premier débat sur les coups de 17h30. On reviendra bien sûr sur Léon Marchand. Est-ce qu'il peut devenir le plus grand nageur de tous les temps? Doublé hier soir, ce doublé jamais vu dans la natation, qui a fait chavirer tout le pays, et sans doute encore une médaille à aller chercher d'ici demain. Les performances du jeune nageur toulousain impressionnent même les plus grands, mais jusqu'où peut-il aller? On en parle avec nos vraies voix ce soir et nos invités. Faut-il la Légion d'honneur pour tous les athlètes olympiques? Ça, c'est la question qu'on se posera dans la deuxième heure. C'est une proposition de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Habituellement, les médaillés d'or avaient la Légion d'honneur, mais là elle propose que ce soit élargi à l'ensemble des Olympiens de ces JO de Paris. Bonne ou mauvaise idée? Puis on parlera des primes éventuellement, de tout ce que les athlètes médaillés peuvent recevoir et dans quelles conditions. On aura un spécialiste de la question tout à l'heure. À 17h15 également, on voulait faire un focus sur ces photos qui font déjà le tour du monde, le travail des photos reporters à l'occasion de ces Jeux Olympiques dans ce décor de cinéma qui est Paris, avec des champions, des exploits en permanence. Alors comment travaille-t-il? Nous serons tout à l'heure avec le patron des photographes de l'agence France Presse, de l'AFP, avec déjà des photos que l'on qualifie de photos du siècle, carrément. On verra avec lui ce qu'il en pense. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux, nous appeler au 0826 300 300. Mais tout de suite, je vous présente notre plateau de ce soir. Ils sont là, Sébastien Delaigne. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Ça va bien avec vous arrivez de la piscine? Ça va super bien, ouais. Oui. Vous arrivez de la Paris Arena Tout à fait, de la Défense, où Léon Marchand s'est qualifié avec aisance, j'ai envie de dire, et Florent Manodou aussi pour le 50. Ouais, ça veut dire aussi, je rappelle votre palmarès, double champion du monde de pentathlon moderne, 4 JO à votre actif, mais vous connaissez aussi très bien Léon Marchand, sa famille, hein, vous êtes dans le cercle familial, très proche. C'est ça, c'est tout à fait ça. On est amis depuis très longtemps maintenant, avec le grand frère, hein, qui est Christophe, qui était aussi un Olympien. Les parents qui vivent pas loin de chez moi d'ailleurs en ce moment, et Xavier et Céline depuis assez longtemps, si bien qu'on est ma femme Laurence et moi, on est les parrains et marraines du second, de Oscar, de son Oscar, frère, qui est dans les tribunes et qui est comme un... Voilà. Allez, vous allez nous en parler de ce Léon Marchand. On dit beaucoup de choses sur lui, mais vous connaissez la progression et vous connaissez la natation, et on verra avec vous, Sébastien, jusqu'où il peut aller. Ça sera tout à l'heure sur les coups de 17h30. Isabelle Fijakovski, bonsoir Isabelle. Bonsoir Christine. Merci d'être avec nous. Là aussi, un gros, énorme palmarès dans le basket, 2 participations au JO. Je me trompe pas? Non, une seule participation. Une seule? Ah mince. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a pas beaucoup qui vont au JO. Championne d'Europe de basket. Vous avez été aussi la première Française à aller vous essayer sur les parquets américains. Ouais, j'étais la première joueuse draftée en WNBA, donc au tout début de la ligue. Donc j'ai eu cette opportunité, cette chance de découvrir le basket américain. Ouais, et ce basket américain qui nous inspire tant aujourd'hui avec les résultats des Françaises déjà, oui. Et des Français. Vous les trouvez comment, nos Français? Les Français, je trouve qu'ils nous font peur. Ils nous font handballeurs. Voilà, ils nous font transpirer, mais pour l'instant ils gagnent, donc l'essentiel est là. Alors Isabelle, vous êtes notre vraie voix ce soir avec Sébastien Delaigne. Daniel Sangouma va nous rejoindre dans un instant. Antoine Mazer, journaliste sport à Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Christine. Avec une info de taille qui vient d'arriver. Ouais, ça vient de tomber. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et pour l'athlétisme français. Kevin Mayer, longtemps incertain pour ces Jeux Olympiques. Il s'était blessé le 7 juillet à une cuisse. Il vient de l'annoncer sur son compte Instagram. À 32 ans, il ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lui qui concourait en décathlon, bien sûr, double vice-champion olympique, recordman du monde. Il visait bien sûr le Graal ultime à Paris et il vient d'annoncer malheureusement les tests n'ont pas été concluants. Il ne donne aucun espoir sur le fait d'être compétitif demain. Vous devez débuter le décathlon. C'est la loi du sport et elle est dure. Je ne serai pas au départ du décathlon. Voilà, très
mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et l'équipe de France d'athlétisme. En même temps, Isabelle, Sébastien, c'est pas une surprise de taille, hein. Non, apparemment, il avait une grosse lésion, donc effectivement, le délai entre sa blessure et les Jeux était trop court, quoi, pour pouvoir se soigner et revenir à son niveau. Bon. Après, c'est une sage décision parce qu'il faut préserver l'intégrité, mais c'est une chance de médaille en moins. Une chance de médaille en moins. Ça doit être, Isabelle, compliqué cet instant pour l'athlète qu'il est, le compétiteur qu'il est, même si voilà, il certainement qu'il s'y attendait. Il s'y attendait, mais comme tout compétiteur, il y a toujours, même s'il y a 1% de chance, on veut y croire, on fait tout pour y arriver. Et malheureusement, oui, c'est un moment compliqué où on se dit, là. Va falloir passer à autre chose. Mais voilà, c'est vrai que ces Jeux en France font beaucoup rêver et ça doit être un déchirement. Oui, c'est surtout cette échéance qui était pour lui quasiment l'apogée de sa carrière. Donc il va falloir rebondir. Ça fait partie toujours, Antoine, de ces moments clés dans la carrière d'un athlète, de se dire je suis obligé d'abandonner sur blessure, sur l'objectif que je m'étais fixé. En même temps, il fait pas la compétition de trop. Il aurait pu tenter le tout pour le tout, mais ça aurait été peut-être. Il disait qu'il était prêt à mourir même sur la piste tellement il avait envie de briller à Paris. Vous comprenez ça, les athlètes que vous êtes, où vous avez été? Cette expression, je la comprends. Après, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'au-delà. Non, c'est effectivement, on est prêt à tout donner. Maintenant, force est de constater que médicalement, il peut pas. Donc, on va pas se présenter sur des Jeux Olympiques, surtout à Paris, pour ne rien faire, quoi. Ouais. Alors, on entend beaucoup cette question de la blessure, mais surtout de la souffrance. C'est-à-dire que les athlètes sont capables d'aller au-delà de la souffrance du commun des mortels, et le commun des mortels ne comprend pas cette sensation ou ce besoin de sensation. Sébastien, Isabelle, qui veut répondre? Oui. Comment expliquer ça? Je vais reprendre ce qu'a dit Léon derrière ses courses hier. Il a dit qu'il faisait ça, il se levait très tôt le matin, quelquefois pour souffrir à l'entraînement. Il faut voir que, effectivement, on utilise le mot souffrance, mais quelque part, c'est pour se faire plaisir. Donc, la souffrance n'a pas la même définition que le mal pur et dur d'une personne lambda. La souffrance, c'est l'effort physique, le dépassement de soi, avoir le goût du sang dans la bouche. C'est quelque chose qui met l'adrénaline, à l'entraînement pour pouvoir se surpasser et aller au-delà de ses limites, je dirais physiques, pour pouvoir être performant en compétition. Ça, c'est quelque chose dans la préparation qui fait partie du fonctionnement. Dans les bonnes nouvelles de la journée, et on va aller du côté de la piscine olympique dans un instant, retrouver Clément Haraillon qui se régale au bord des bassins depuis ce matin, mais il y a eu d'autres infos aujourd'hui qui sont tombées. Il y a eu un exploit il y a quelques minutes, c'est Félix Lebrun. Bien sûr, on en a parlé hier avec le président de la Fédération française de tennis de table. On en parle depuis maintenant quelques mois et depuis quelques jours. Et à 17 ans, 32 ans après la légende Jean-Philippe Gatien, il y aura un Français en demi-finale des Jeux Olympiques de tennis de table. Il affrontera pas n'importe qui, le numéro 2 mondial, Fan Zhendong, le chinois, lui aussi ultra favori, mais en demi-finale. Mais déjà, quel exploit à 17 ans pour Félix Lebrun d'atteindre cette partie-là de la compétition. Alors lui, il se nourrit du public. C'est ce qu'il dit, hein. Vous l'avez vu? Oui. Oui, je l'ai vu, mais c'est extraordinaire cette précocité, cette maturité et cette précocité de trouver justement de pas se mettre de pression, en fait, de se nourrir du public, ça veut dire prendre du plaisir et profiter de chaque instant, là où d'autres pourraient être paralysés par cet engouement et par les gens qui vous poussent. Il y a une forme d'intelligence en fait là-dedans. Ouais. De se servir du public à bon escient, comme on dit. C'est pas. Est-ce que c'est le fameux facteur X, c'est le je sais pas, dans ces Jeux là aujourd'hui? Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est une journée de parenthèse, il y a encore pas de médailles qui sont véritablement tombées, mais que ce public parisien, vous les athlètes, c'est ce qui donne le plus dans la transcendance, enfin en tous les cas dans l'exploit. Moi j'ai envie d'y croire à ça, parce que encore une fois j'ai fait pas mal de jeux, malheureusement pas à la maison, puisque c'est tous les 100 ans. Les 100 ans, donc on les verra pas non plus. Et j'en ferai pas non plus. Mais oui, peut-être ce qui a manqué à un moment donné, le déclic ou la sensation d'être porté par autre chose que son entourage, en fait, parce que j'ai toujours eu la famille qui m'a suivi, mais l'engouement de toutes les personnes, même celles que vous ne connaissez pas, quoi, qui sont là et qui scandent votre nom.
Moi, je crois que quelque part, ça porte un athlète. Ouais. Ouais, c'est clair. Dans les médailles potentielles de la soirée, Antoine, il y en a quand même une en boxe. On peut espérer en tous les cas dans quelques minutes. Exactement, 17h38 le rendez-vous. Bien sûr, on vous tiendra au courant. C'est Sofiane Oumia, le boxeur toulousain, en moins de 63,5 kilos. Il dispute son quart de finale. Alors pourquoi est-ce qu'une médaille est possible? Parce qu'en cas de victoire, même s'il y a une défaite en demi-finale, il y aura forcément une médaille, une breloque comme on dit, pour Sofiane Oumia, parce qu'il n'y a pas de match pour la 3e place. En boxe, les 2 personnes qui perdent en demi-finale sont assurées d'avoir au moins une médaille de bronze. Mais on va suivre également en canoë-kayak Titouan Castric, le très jeune Titouan Castric en slalom K1. Il va disputer sa finale dans quelques minutes, dans moins d'un quart d'heure également. Il a fini premier des séries. Il est très attendu également. Il y aura également de la voile avec Charline Picon et Sarah Steyert en course pour les médailles. Et bien sûr, à partir de 20h37, Mewen Tomac, le 200 mètres en dos, la finale, 20h46, prenez rendez-vous. Florent Manodou et Maxime Grousset, 50 mètres nage libre, les demi-finales. Et à 21h47, Léon Marchand, le Toulousain, 200 mètres, 4 nages, là aussi pour se qualifier en finale. Allez, on va justement voir la température dans ce qu'on a rebaptisé depuis hier la Léon Marchand Arena, c'est-à-dire, alors ils vont pas être contents du côté de la défense, le naming, parce qu'on reçoit des mails nous demandant de rappeler le nom exact de la salle. Clément Arion, bonsoir Clément. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Alors vous êtes depuis ce matin à suivre. Alors c'était au lendemain de cette double médaille de Léon Marchand pour voir un peu la Léon Mania. Qu'est-ce que vous avez observé? Racontez-nous Clément. Eh ben, ce matin, c'était clairement la star de la Défense Arena, Léon Marchand. La salle était pleine à craquer pour les séries. Une ovation incroyable du public avant qu'il monte sur le plongeoir. Il est apparu très détendu, assez souriant et dégageait une forme de grande sérénité. Et puis finalement, les gens, ils n'ont vu qu'une course ce matin. Ils n'ont vu qu'une série où il a fini 2e. Mais les supporters français, ils étaient ravis d'avoir vu un grand champion, ravis d'avoir vu tout simplement l'attraction de ces Jeux Olympiques. Certains m'ont dit, mais il n'a que 22 ans. Combien de médailles olympiques va-t-il encore gagner dans sa carrière? Et puis il y a les comparaisons, Christine. Certains parlent d'un poisson, d'un dauphin, d'autres d'un requin. Voilà pour décrire Léon Marchand. Côté compétition, vous l'avez dit, il s'est qualifié assez tranquillement pour les demi-finales du 200 mètres 4 nages. Il a bien terminé sa course. Il a relâché un petit peu sur les 50-60 derniers mètres. Il est donc plutôt en forme. Moi, je l'ai trouvé en forme. On sent qu'il a bien récupéré de ces 2 courses exceptionnelles d'hier soir. Bon, écoutez, on vous retrouvera tout à l'heure dans la prochaine heure pour voir un peu l'ambiance aussi qui va monter à moins de 2 heures de cet autre nage de Léon Marchand et de Florent Manodou. Dans un instant, on salue Daniel Sangouma qui vient d'arriver en courant. Bonsoir. C'est votre spécialité, la course à pied. Oui, pas de longue distance. Pas les longues distances. Sprint. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à ces photos des JO qui font déjà le tour du monde, qui deviennent quasiment historiques. On n'en est pourtant qu'à la moitié de la compétition. Comment travaillent justement les photographes sur le bord des terrains, sur les stades? On en parle dans un instant avec le patron des photographes de l'AFP qui est notre invité. Et il y a aussi à suivre les 3 mots des JO ce soir, signé Antoine Mazer. Les 3 mots ce soir sont... ça va être record, Marchand et bébé. Mais ils sont pas liés. Oui, on sait jamais, on verra, on en parlait tout à l'heure. Il y aura beaucoup de personnes qui s'appelleront Léon. Beaucoup de petits Léons. Allez, on s'arrête un court instant, on se retrouve juste après la pause dans les vraies voix des JO sur Sud Radio jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Les vraies voix des JO sur Sud Radio avec les membres du collectif des championnes et des champions français. Ce soir autour de la table, Sébastien Delaigne, double champion du monde en pentathlon moderne, 4 Jeux Olympiques. C'était lesquels d'ailleurs, Sébastien? Alors, 1992 Barcelone, 1996 Atlanta, 2000 Sydney et 2004 Athènes. Ouais. Finir en beauté. Pour finir en beauté. Ouais. Daniel Sangouma est arrivé aussi. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul. Alors la dernière info de la soirée, c'est que Kevin Mayer est forfait. Oui. Bon, c'est pas une surprise non plus, mais c'est raisonnable. Disons que je pense qu'avec la blessure qu'il a contractée il y a quelques 15 jours à peine, ouais. Ça me semblait un peu compliqué de revenir. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait, quoi. Ouais, il aurait même pas pu concourir à n'importe quelle discipline de son... Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Peut-être un lancer et encore. Mais bon, ça commence pas par les lancers, ça commence par le sprint. Donc c'est la discipline qui est la plus exigeante sur le plan musculaire. Donc vu que c'était déjà en sprint sur les haies, qu'il s'était blessé,
Je crois que il a vraiment compromis toutes ses chances. Il y a 15 jours, là, un petit peu plus, de 15 jours, en se blessant malheureusement aussi près des Jeux. Mais bon. C'est la vie du sportif de haut niveau, malheureusement. Et également avec nous dans ces vraies voix, autre vraie voix des JO ce soir, Isabelle Fijakolski, une participation aux JO. Ça y est, j'ai oublié de corriger. Isabelle, 5 fois championne de France, championne d'Europe de basket. C'est la première Française à avoir été draftée aux États-Unis. Mais tout de suite, on va parler du succès de ces photos qui font le tour du monde à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Les vraies voix Sud Radio. Et on est en ligne, on leur remercie avec Martin Bureau. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef photo France pour l'agence France Presse. Alors j'imagine que le travail de vos photoreporters s'est décuplé depuis le démarrage de la compétition. Déjà, de manière très factuelle, il y a combien de photographes qui travaillent pour l'AFP sur l'ensemble des compétitions pour ces Jeux ? 70. Vous avez 70 photoreporters répartis sur tous les sites à tous les moments. Qu'est-ce que vous retenez déjà de tout ce qui a été publié et tout ce qui est repris finalement, présenté comme des photos qu'on présente cultes ou iconiques, même si le mot est un petit peu trop galvaudé. Qu'est-ce que vous en retenez ? Ce qu'on retient déjà, c'est déjà la cérémonie d'ouverture qui était grandiose, qui était inédite. Le fait qu'elle se passe en dehors d'un stade, ça change complètement la physionomie de cet événement. C'est-à-dire que d'habitude, nous, c'est une douzaine de photographes qui sont dans un stade et qui assistent au même show depuis différentes positions. Et là, nous, on s'est retrouvés avec 48 photographes déployés le long de la Seine sur différents endroits, que ce soit sur certains bateaux de certaines délégations, certaines positions au bord de l'eau, sur les ponts, mais aussi sur des toits ou même dans un hélicoptère. Ça a mobilisé beaucoup plus de monde. Là, on parlait de 48 photographes, avec en plus des positions qu'on a récupérées de d'autres agences constituées en pool. Mmh. Donc ça change tout, et c'est vrai que sur ces images iconiques, il y en a une première déjà, je pense que c'est le pont d'Austerlitz qui s'enflamme en bleu, blanc, rouge. C'était vraiment un moment très joli. Vous étiez au courant de ça ? Vous saviez que ça allait se passer ? Non. On n'était pas au courant, on ne savait pas ce qui allait se passer. On savait qu'il y a des choses qui allaient se passer, mais on ne savait pas quoi. Donc c'était compliqué. C'était très compliqué à organiser. D'accord, oui. Et il faut surtout... Et là, vous aviez positionné combien de photographes pour ne finalement pas rater cet instant, hein, pour... 48. Ce soir-là, on en avait 48. 48, mais sur le pont d'Austerlitz, là, le fameux... Sur le pont d'Austerlitz, ouais. On en avait un qui était... il y en avait 3 ou 4 qui étaient dans le coin. D'accord, donc à l'affût de la bonne photo. Martin Bureau, qu'est-ce que c'est parce qu'après derrière il y a un filtre. Vos photographes vous envoient vos photos et vous faites un filtre. Quels sont les critères que vous définissez pour dire c'est une bonne photo, c'est celle-là qu'il faut publier, qu'il faut proposer, plutôt qu'une autre? Le filtre qu'on va avoir, c'est que les photographes au bord du terrain, ils travaillent en fait, leur appareil est relié à une connexion Internet, que ce soit en Wi-Fi ou un câble, et eux font déjà un premier choix. C'est-à-dire que sur une épreuve, si on prend la natation par exemple, sur un 100 mètres papillon, ils vont travailler sur ce 100 mètres, faire les photos, et à la fin du 100 mètres, entre deux courses, ils vont regarder dans leur appareil photo ce qu'eux estiment être les meilleures photos. Donc forcément, c'est un choix un peu plus large que ce que nous, on va en faire derrière. Et après, ça arrive donc au bureau de l'AFP, où là, on a une trentaine d'éditeurs qui vont s'occuper, en fonction des sports, de choisir les photos, en fonction de l'événement, de l'importance de ce qui s'est passé, et puis d'appliquer une légende pour expliquer aux clients ce qui se passe sur la photo. Mmh. Et donc, ce qui fait une bonne photo, ça va être le côté esthétique. Ça va être aussi le côté émotion, parce qu'il y en a beaucoup dans le sport. Et quelquefois, les deux sont réunis sur la même photo. Sur la même photo. Il y a Sébastien Delaigne qui a une question à vous poser. Oui, combien vous êtes pour juger la photo, en fait? Est-ce que c'est le regard d'une personne ou plusieurs? Vous avez une commission pour Non, c'est le regard d'une personne, ça va très vite. Hein. D'accord. Ça va très très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, une finale de 100 mètres, par exemple, la photo du vainqueur quand il lève les bras au moment du passage de la ligne d'arrivée, cette photo-là, elle arrive 50 secondes après, légendée, diffusée, et comme un produit fini chez les clients, avec le coureur identifié et la bonne légende.
Donc il faut le coup d'œil, l'expérience. Ce sont que des fans de sport que vous avez au bord des terrains, Martin Bureau? Pas du tout. On a des photographes qui font des conflits, il y en a qui font de la politique, de la mode, il y en a qui font de tout. C'est vraiment très éclectique. Pour vous, alors, il y a un autre paramètre sur ces Jeux Olympiques, il y a les athlètes, les compétitions, mais il y a Paris aussi. Ce qui change aussi certainement le point de vue ou le côté esthétique que recherchent peut-être vos photographes. Ce qui est fabuleux sur des Jeux Olympiques, c'est que d'habitude, le sport, il y a souvent des sponsors derrière, de la pub. Et là, en fait, sur des Jeux Olympiques, la seule pub qu'on a, c'est des anneaux olympiques. Donc les photographes vont commencer à jouer avec les anneaux un peu partout. Mais là, en plus, ça se passe à Paris, qui est une des villes les plus visitées au monde, si ce n'est la plus visitée au monde, et ça devient un décor. Donc on se retrouve avec des photos de sport qui sont des cartes postales. Oui, c'est clair. Un podium face à la Tour Eiffel, c'est exceptionnel, quoi. C'est du jamais vu, en fait. L'arrivée du triathlon avec le dôme des Invalides derrière, c'est magnifique. On va voir ce qui se passe pour la course de cyclisme sur route, où ils sont censés passer à Montmartre, à la place du Tertre et au quai de la Basilique, devant le Moulin Rouge. Tout ça, c'est des cartes postales magnifiques. Et que vous demandent vos clients, justement? C'est ce mix de tout? Les clients, ils veulent avoir des photos qui soient aussi bien des cartes postales, mais ils veulent aussi avoir un résultat de la course, c'est-à-dire qui a gagné. Alors il y a aussi beaucoup de monde, une vraie compétition en termes de placement des photographes, parce que vous êtes contingenté par le CIO, on est d'accord? Oui. Et donc il y a des emplacements qu'on ne choisit pas forcément dans un stade. Déjà, on choisit pas les emplacements où on va gêner la télé. Ça, c'est la règle d'or. Et puis après, les emplacements sont faits quand même pour qu'on ait une belle image. Après, il se trouve qu'on arrive aussi sur certaines disciplines. Ça a été le cas, là, par exemple, au plongeon, où on a trouvé une position où il se trouve qu'au plongeon du 10 mètres, il y avait un faisceau de lumière qui tombait sur les plongeurs. C'était vraiment joli. Donc, les photographes y sont allés. Ils se sont fait éjecter de cette position, et puis on a bataillé auprès du CIO en disant cette position-là est vraiment importante pour nous, ça fait vraiment une belle photo, parce que du coup ça nous fait un fond uni noir, ça fait une photo qui est très graphique, où il y a quand même marqué Paris 2024, parce que c'est les Jeux de Paris, et qu'on doit pouvoir différencier cette photo-là des Jeux de Rio. Et on a bataillé, et finalement on l'a eu. Ouais. Donc ça se joue aussi à ça par moment. Ouais. Alors il y a Gilles Gansman qui nous écoute, journaliste média Sud Radio, et qui a une question pour vous sur les utilisateurs de smartphones, de téléphones portables. On voit aujourd'hui sur Instagram, etc. Tout le monde veut faire son cliché d'une compétition ou d'un lieu iconique de Paris. Est-ce que ce sont des concurrents directs ou vraiment vous faites absolument pas le même métier et que le photoreportage de sport, de compétition comme les Jeux, a encore de beaux jours devant elle? Des concurrents, non, j'espère pas. Si vous me dites oui, c'est embêtant, oui. Non, les appareils photo, il y en a toujours eu dans les familles. Et j'ai toujours défendu le fait que les photographes ont un savoir-faire, une technique et un œil qui, pour moi, est comme un muscle qu'on entraîne toute l'année pour le sortir dans les grandes occasions. Et là, les JO en font partie. Donc c'est. Oui, mais ces photos-là, elles étaient pas likées. Là aujourd'hui, vous avez des photos sur les réseaux, elles sont likées à je sais pas combien de personnes, quoi, de milliers de personnes, on va dire. Oui, c'est dans ce sens la concurrence, je pense. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, Martin Bureau, à cette fameuse photo d'un de vos photographes sur le site de surf. Qui a fait le tour du monde dans l'espace de 2 heures et repris par tous les médias. Mais c'est une photo d'un photographe de l'AFP. C'est une photo d'un photographe de l'AFP, faite avec un vrai appareil photo, avec un objectif, pas un smartphone. Dans l'eau. Et il était pas dans l'eau, il était sur un bateau. Sur un bateau. Et en quelques heures, il est passé de 3000 followers à plus de 100 000. C'est ça. C'est ça. Écoutez, on vous souhaite de beaux Jeux Olympiques. Pour vous, quelle est la plus belle photo que vous ayez faite sans donner de nom? Mais est-ce qu'il y en a une que vous aimez plus que les autres, Martin Bureau?
Non, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. La cérémonie d'ouverture restera dans ma mémoire. Et puis c'est pas fini, donc j'attends de voir les prochaines. Les plus belles restent à venir, absolument. Martin Bureau, merci beaucoup. On voulait effectivement faire ce petit coup de projecteur au travail de vos équipes, vos près de 70, 80 photographes qui sillonnent les terrains de ces JO. Vous êtes le rédacteur en chef photo France pour l'agence France Presse. On a pris un peu de temps, mon cher Antoine. On fait une petite pause et on regarde vos trois mots des JO. Et on parlera du phénomène, effectivement, Léon Marchand. Jusqu'où peut-il aller, ce garçon? On se pose la question tous ensemble. À tout de suite. Ce soir, Sébastien Delaigne, double champion du monde de pentathlon moderne, 4 JO à son actif, Isabelle Fijakowski, une Olympiade à votre actif, et championne d'Europe de basket également, Antoine Mazer, journaliste sportif Sud Radio, Daniel Sangouma, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul. Alors Antoine Mazer, on va s'intéresser à vos 3 mots des JO. Tout de suite, le premier, je me souviens plus d'ailleurs. Le premier mot, c'était record. Le mot record, oui, je vais vous parler d'Ilona Maher. Est-ce que vous savez qui est Ilona Maher? Ah, moi je sais parce que on a travaillé l'émission ensemble. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Eh ben, qui est cette personne? Une athlète? C'est une athlète, oui. C'est pas la plus jeune? Non, ce n'est pas la plus jeune, c'est bien une joueuse américaine de rugby à 7 qui a participé aux Jeux Olympiques avec la Team USA, qui a remporté la médaille de bronze. Cette joueuse vient de battre un record d'abonnés sur Instagram pour un ou une rugbyman confondue. Oui, très loin devant la légende Dan Carter ou encore Antoine Dupont. Elle possède 2,3 millions d'abonnés à l'heure actuelle, c'est juste énorme. Mais elle a gagné plus d'1 million d'abonnés en seulement une semaine. Vous vous demandez pourquoi? Comment a-t-elle fait pour gagner autant d'abonnés? Eh bien, l'américaine a réalisé des vidéos au sein du village olympique en imitant la célèbre télé-réalité Love Island, avec comme objectif de trouver l'amour au sein du village olympique. Les vidéos d'Ilona Maher connaissent un succès fou. Sur TikTok, son contenu a été visionné plus de 100 millions de fois. Bah ouais. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre. Ouais, Instagrammeuse. C'est très loin devant Antoine Dupont ou Dan Carter, quoi. 2,3 millions. C'est ça. Mais il va falloir qu'elle se qualifie pour les Jeux à chaque fois. Oui, c'est ça. 2 millions 300 000. Et pour l'instant, elle n'a pas trouvé l'amour. Elle n'a pas trouvé l'amour. Bon, il reste une semaine encore. Le deuxième mot, c'est marchand. Bah oui, la marchand mania qui, depuis le début de ces Jeux Olympiques, est en train de tout exploser sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, aussi sur les sites des épreuves au moment de ses courses. Hier soir, Léon Marchand s'apprête à disputer la finale du 200 mètres papillon. Mais au même moment, à Roland-Garros, où Rafael Nadal et Carlos Alcaraz jouent sur le Châtrier leur quart de finale, le public a les yeux rivés sur la course du Français. Les juges du Grand Palais en escrime sont obligés d'interrompre la finale quelques minutes, car le public français est dissipé à fêter la victoire du Français. Sans oublier la folie au Club France, avec plus de 20 000 personnes pour célébrer la victoire de Léon Marchand. C'était la folie hier soir, c'était complètement fou. Je sais, je crois savoir, il y a une terrasse à Toulouse aussi où c'était la folie devant le café. Et puis le dernier mot, c'est le mot bébé, c'est la belle histoire du jour, on va dire. Le marcheur français Aurélien Quignon a vécu aujourd'hui une matinée super intense. Bah oui, parce que toute la nuit, au lieu d'être au village olympique en train de dormir car il avait une course, il était aux côtés de sa compagne à l'hôpital pour assister à la naissance de sa fille qui a accouché. Sa femme a accouché vers 2h du matin. Quelques heures plus tard, il était au départ du 20 km marche, et en plus de ça, le Français a réalisé une sacrée performance avec une 9e place et surtout un record personnel explosé. Et forcément, il y avait de l'émotion à l'arrivée au micro de France Télévisions. Je suis avec ma femme, c'était compliqué pour elle les dernières heures. Et je l'ai eu au téléphone, elle était en larmes. Elle était très triste de ne pas pouvoir venir. Et je lui ai dit que c'était pas grave, que c'était rien, et que le plus important c'était d'aller mettre au monde cette petite fille dans les meilleures conditions. Et je l'ai rejoint à l'hôpital d'Aubonne. Et on a passé la nuit ensemble. La petite est née vers 2h du matin et c'était super intense. Je suis arrivé ici, un taxi m'a déposé et tout s'est emballé. Et j'ai vu la petite naître, et c'est vraiment quelque chose d'important, de très fort. Incroyable, hein? Émouvant, oui. Ouais. Vous savez que Alain Mimoun, le grand Alain Mimoun, qui a été champion olympique en 1956 au marathon, eh bien, je crois que c'est au marathon de Melbourne en 1956. Sa fille est née pendant les Jeux, pendant qu'il était aux Jeux. Donc, il l'a appelée Olympe. D'accord. Bah là, on ne sait pas comment elle s'appelle, cette petite. Non, on n'a pas encore son il y a sans doute un rapport. Est-ce que ça se trouve, il a peut-être pas encore été déclaré à l'état civil. Il n'a pas eu le temps. Il y a une course à faire. Bon, en tous les cas, on leur souhaite tous nos vœux de bonheur à la maman qui va bien, au coureur qui a vécu des moments intenses, et cette petite fille qui vient de naître. Allez, tout de suite, on passe maintenant à notre premier débat.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors évidemment, on revient sur le phénomène Léon Marchand. Est-ce qu'il peut devenir ou deviendra-t-il le plus grand nageur de tous les temps? On le rappelle, encore faut-il, si vous vivez sur Mars, que vous rappelez qu'il a gagné 2 médailles d'or dans la même soirée, ce qui n'était jamais arrivé en natation. Sébastien, on est bien d'accord? Jamais. Ouais. C'est une première, ouais. Parce que y en a qui gagnent des médailles d'or, mais sur des jours différents. C'est ça, historique. Et pourquoi ça n'est jamais arrivé avant? Parce qu'il n'y avait pas de Léon Marchand, tout simplement. C'est assez simple. Alors, est-ce qu'il peut aller plus loin? Quelle est sa marge de progression? Il impressionne les plus grands. Et est-ce qu'il peut devenir le plus grand nageur de tous les temps? Il y a des comparatifs qui sont faits. Il y a des études qui sont menées. On va en parler dans un instant avec notre invitée qui est directrice de recherche au CNRS et qui a étudié à travers les mathématiques la performance des athlètes. Et elle va nous parler de Léon Marchand tout de suite. Mais vous, Sébastien, qui connaissez très très bien la famille de Léon, vous êtes très proche. Est-ce que sa performance vous étonne ou est-ce qu'il est au-delà de ce que vous pouviez imaginer de son talent? Alors, le connaître, ça me permet peut-être pas de faire des prédictions, mais en tout cas, je connais la personne et je sais que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Je sais que quand il fait quelque chose et qu'il s'engage, il le fait à fond. Je sais aussi qu'il n'a pas de limite, ça il le dit ouvertement, il n'a pas de limite. Et les seules limites, j'ai envie de dire, c'est la limite de la règle. En natation, il faut sortir aux 15 mètres et lui, il performe là-dedans. Il est quelqu'un, enfin, c'est le nageur qui a été finalement vous regardez, je le disais des stats hier ou ce matin, vous regardez les distances qu'il parcourt sous l'eau, il est vraiment à la limite justement de cette règle, c'est-à-dire qu'il sort à 14 mètres ou une moyenne de 14 mètres, un peu plus de 14 mètres. Vous vous rendez compte, ça fait sur un 200, ça fait pratiquement 60 mètres sous l'eau. Phelps, quand il est arrivé avec ses nouveaux records et ses médailles olympiques, on regardait justement ce travail de coulée. C'est les distances, on appelle ça les distances non nagées en fait, où il n'y a pas de mouvement spécifique de traction, voilà, de bras et de pousser des jambes. Et là oui, il y a les ondulations forcément, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nage pas au-dessus de l'eau. Et à l'arrivée, il est plus fort que Phelps déjà là-dessus, quoi. Et c'est le meilleur nageur au monde sur ces distances non nagées. Donc voilà, la seule limite qu'il a, c'est celle-là aujourd'hui. Ouais, donc je pense que effectivement, pour répondre aussi au fait que ce serait le nageur ou le meilleur nageur au monde, je crois qu'il est en train de le montrer avec ces 2 médailles d'hier historiques et c'est pas fini. Et je crois qu'à partir du moment où il a touché aux médailles, il ira même un peu plus loin, quoi. Ouais, alors est-ce que c'est que le physique et le mental ou les deux? C'est la grande question qu'on s'interroge. Il y a un gros travail au niveau mental. Gros travail au niveau mental, oui. Il y a une structure aussi autour de lui qui est... Tout à fait, oui. Qui est très structuré justement. Et il faut. Et oui, dont il a besoin et beaucoup de personnes qui travaillent avec et qui lui permettent de se concentrer sur ses entraînements. Alors, on va parler des performances. Vous nous reparlerez de Léon Marchand dans un instant. On accueille Amandine Aftalion. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, merci d'être avec nous. Auteur de ce livre, Pourquoi est-on penché dans les virages? C'est aux éditions du CNRS. Vous avez utilisé les mathématiques pour comprendre les performances des athlètes. Et Léon Marchand, Sébastien Delaine, qui le connaît depuis qu'il est tout petit, parle de depuis qu'il est bébé, de la maternité, il parle de ses coulées, de cet instant où il ne nage pas finalement. Comment vous l'analysez même à froid aujourd'hui, où on l'a vu par exemple nager ce matin après cette journée folle, ces 3 jours fous qu'il a connus. Qu'est-ce qui fait la différence entre un nageur comme lui et le numéro 2 de sa course? Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et pour répondre déjà à une question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire 2 courses dans une journée? Non. Parce que d'habitude, il y a une certaine fatigue qui s'installe, aussi bien mentale que physique, et c'est extrêmement rare d'avoir la capacité et l'envie de repartir dans le bassin pour nager à nouveau, comme si on était frais. Donc ça, il y a quasiment que Léon Marchand au monde aujourd'hui pour faire ça, et il a une capacité physique de récupération qui est très nette, au niveau à la fois énergétique et psychologique.
Donc il a après, au niveau de des techniques de nage, elles sont parfaites. Je pense qu'avec Bob Bowman, ils ont travaillé ça. Maintenant, on a des vidéos pour étudier les poussées des bras, des jambes, que ce soit exactement symétrique, savoir si il fait bien le bon mouvement du début jusqu'à la fin. Et il y a ce qui s'appelle la coulée. Alors, je suis pas complètement d'accord sur le fait que c'est une partie non nagée. La seule partie non nagée, vraiment, c'est au moment du plongeon. Mais à partir du moment où ils ondulent, ça nécessite quand même une certaine énergie à développer, l'ondulation. Donc, comme le disait Sébastien, c'est 15 mètres à chaque longueur, donc ce qui fait à peu près un peu plus d'une longueur au total finalement sous l'eau. Et la spécificité de Léon Marchand, c'est d'être extrêmement efficace sur ses coulées. On l'a vu sur le 200 mètres papillon hier. Il était derrière le Hongrois et sur la dernière coulée, il est arrivé à le rattraper. La plupart des nageurs dans l'ondulation ondulent à partir du bassin. Léon Marchand est extrêmement souple et on le voit, il ondule à partir de la tête, c'est-à-dire qu'il a un mouvement qui part de la tête et qui ondule comme un dauphin. Et physiquement, on peut expliquer la supériorité par le fait qu'en fait, il crée une vague derrière lui comme tout nageur, mais cette vague, il arrive avec ses jambes à la repropulser vers son corps pour qu'elle la fasse avancer. C'est-à-dire que les vagues, normalement, sont un phénomène qui ralentissent un nageur, et en particulier quand elles vont toucher le bas de la piscine et qu'elles reviennent et de toute façon, elles ralentissent le nageur qui avance. Mais dans une ondulation, si on ondule comme Léon Marchand, et c'est extraordinaire, il est capable, cette vague, de la renvoyer vers lui pour qu'elle le pousse dans le bon sens. Et ça, c'est sa spécificité naturelle, à la base. Oui, ça, c'est complètement naturel. Et je dirais, il est le seul à faire ça, et il a une efficacité extraordinaire. Et je pense que peut-être Sébastien le confirmera, il a commencé à onduler quand il était tout jeune et je pense qu'il a développé cette capacité d'une manière qui est hors du commun. Il vient des Dauphins du Toec, peut-être que ceci explique cela, Sébastien Delaigne. Oui, enfin, moi je l'ai vu sur les premières compétitions, effectivement, j'avais vu une petite course en pape où on avait l'impression qu'il touchait pas l'eau. Alors il a effectivement un physique assez longiligne aujourd'hui, mais il était assez fin et petit et il mettait beaucoup d'ondulation, effectivement. Et voilà, comme je sais pas comment dire, mais très rythmé avec ses bras et ses jambes. Bon, après, il avait pas l'amplitude qu'il a aujourd'hui, mais c'était assez impressionnant parce que on aurait dit qu'il était en vitesse rapide, quoi. Alors il y a quelque chose. Alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer à base de mathématiques, mais il explique par exemple, j'ai lu ça ce matin, pour régler le timing de ma reprise de nage, il dit je ferme les yeux et c'est la pression de l'eau qui me donne les bons indices pour me remettre à nager. Donc ça rejoint les sensations que vous décrivez, Amandine Aftalion, c'est-à-dire qu'il sent cette nage sous l'eau comme pas n'importe quel autre nageur, visiblement. Oui, et ça, c'est typique des champions olympiques. Moi, j'avais discuté avec Kelly Holmes, qui est double championne olympique britannique sur la course à pied. Elle connaissait son chronomètre dans sa tête. Donc ça, je dirais, ça dépend plus du mental. Les grands champions sont capables de se regarder et de s'observer en train de performer. Donc c'est savoir exactement comment le temps passe, à quel moment je suis, sans avoir besoin de regarder le concurrent, le chronomètre. C'est une telle accumulation d'entraînement qu'ils savent exactement où ils en sont et à quel moment il faut fournir un effort, refournir un effort, accélérer, parce qu'une course de natation, ça ne se passe pas de manière linéaire. On ne produit pas exactement la même accélération, la même force du début jusqu'à la fin. Daniel et hier soir... Daniel a une question pour vous. En fait, c'est plutôt une observation, disons, au regard de ce que j'entends, c'est aussi toute la partie que l'on ne maîtrise pas, enfin, qu'on ne maîtrisait pas bien à notre époque, qui est beaucoup plus maîtrisée aujourd'hui, qui s'appelle la visualisation mentale, qui est énormément travaillée avec les préparateurs mentaux et qui donne vraiment un plus à des athlètes qui ont parfois ce petit souci de ça coince un petit peu au niveau mental parce qu'il y a une adversité un peu forte ou parce qu'ils se sont un peu déstabilisés. Aujourd'hui, grâce, et on l'a vu un peu partout, que Teddy Riner, que d'autres grands champions aujourd'hui ont cet accompagnement de préparateurs mentaux
Et vraiment, ça fait toute la différence quand en plus on a un champion comme Léon qui a déjà intégré toutes ces données-là en lui-même, quoi, et qui en plus peut s'appuyer sur une préparation, une visualisation mentale. Alors on va s'arrêter un court instant, on va faire une petite pause, on va continuer ce débat avec vous, Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS, et vous, mes chers vrais voix, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma, Isabelle Fijakolski et Antoine Mazer. On va continuer à parler du phénomène Léon Marchand. On aura notre auditeur aussi, Mohamed, du côté de Perpignan. Il le connaît, Léon Marchand. Disons, oui, dans la grande Occitanie, il y a pas mal de gens qui ont pu croiser ou lui, ou son frère, ou ses parents, et c'est sa grande famille. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Et avec nos vraies voix des JO, Sébastien Delaine, Daniel Sangouma, Isabelle Fijakolski, Antoine Mazer et notre invité également pour expliquer le phénomène Léon Marchand via les mathématiques. C'est vous, Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS, avec votre livre fort bien fait, Pourquoi est-on penché dans les virages? C'est aux éditions CNRS. Alors, dernière question avec vous, Amandine Aftalion. Ces JO donnent l'occasion, j'imagine, pour la chercheuse et l'experte en mathématiques que vous êtes d'observer de visu les performances des athlètes. Est-ce que la science, dernière question, on en parlait en antenne, aujourd'hui va permettre de pousser encore plus loin que loin les performances de nos athlètes? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, mathématiquement, on sait coupler un certain nombre d'équations pour décrire les phénomènes. Donc, on met la mécanique, on met l'énergétique et on met le mental, puisque depuis récemment, on sait mettre en équation le mental et la motivation. Alors, ça veut dire quoi? Donc, c'est très différent de la préparation mentale. Ça veut dire qu'on va être capable de considérer que l'athlète a un cerveau, c'est pas juste un robot avec un bouton on/off. Et le fait que le cerveau donne une instruction aux muscles, cette instruction, elle nécessite un effort, et l'effort va être plus ou moins pénible selon la motivation, selon l'effet du mental. Et la motivation, c'est la décision de l'athlète de se dire « je sens moins l'effort », et cette pénibilité de l'effort est vraiment réduite quand, par exemple, il y a un public qui est déchaîné et qui encourage, ou c'est un athlète qui arrive en étant confiant qu'il va gagner. Ouais. Donc ça, on voit très bien comment ça joue sur la performance et comment mieux décrire en fait en fonction de la longueur d'un effort. Est-ce que c'est un effort court, un sprint, un effort long, plus endurance? Comment se répartissent les filières énergétiques et l'effet de la motivation. Merci beaucoup pour cet éclairage, Amandine Aftalion, directrice de recherche au CNRS. Et puis pendant ces vacances et ces JO, je vous recommande ce livre, Pourquoi est-on penché dans les virages, aux éditions du CNRS. C'est effectivement très bien documenté, tout le sport expliqué par les sciences en 40 questions. Merci beaucoup, Amandine Aftalion. Merci. Merci à vous. Alors, chère vraie voix, est-ce que là, à ce jour, c'est trop tôt, Daniel, Isabelle, pour dire que c'est le plus grand nageur de tous les temps? On va commencer par Isabelle. C'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt parce qu'une carrière, c'est long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, on lui souhaite, mais il n'y a jamais de certitude. Elle l'a dit, la chercheuse l'a dit, on n'est pas des robots. C'est pas un robot. Il a des super qualités, mais il y a des choses qui peuvent arriver. Et justement, peut-être en se disant, ou même si le jour où il se dit, moi je suis le plus fort, c'est là où il va plus l'être. Donc c'est complexe et moi je suis plutôt prudente pour eux. Daniel Sangouma. Oui, je rejoins tout à fait Isabelle. Il est sur des super traces, ça c'est clair. Moi, c'est tout le bien que je lui souhaite, que ce soit qu'il ait comme image un Spitz ou un Phelps. Je crois que ça ne peut qu'être encourageant. Maintenant, il n'a que 22 ans, donc l'avenir devant lui, mais aussi beaucoup d'incertitudes. Et c'est toute la beauté du sport, je dirais, que ça va générer. Et donc nous, on est en attente. J'imagine que lui aussi. Maintenant, il y a des fois où, vous savez, les sportifs, ils arrivent à un tel summum, à un moment donné, ils se disent, j'en ai marre, je veux plus rien faire, ou je veux m'arrêter. Ça peut arriver aussi, j'espère pas, mais bon, ça pourrait peut-être arriver. À d'autres, c'est arrivé. Donc voilà, il y a toutes ces incertitudes-là qui pèsent. Donc on va croiser les doigts et souffler bien fort pour que ça aille dans le bon sens jusqu'à ce qu'il décide de s'arrêter. Mais jusque-là,
Point d'interrogation. Alors Sébastien Delaigne, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que il y a la notion de plaisir. On a le sentiment qu'il s'amuse, qu'il a plaisir à faire des courses, que la compétition ne le bride pas du tout, et au contraire, il vit que pour ça. Oui, lui-même il le dit. Quand il est interviewé à la fin de ses courses, à chaque fois il utilise des mots comme fun, c'était bien cool, je me suis régalé. Il le dit ouvertement que s'il se fait vraiment plaisir, quoi. Et je crois que c'est ce qui le tient. De toute façon, à partir du moment où il ne se fera plus plaisir, ça rejoint un peu ce que disait Daniel. À partir du moment où il ne se fera plaisir, sera plus là. Il sera arrivé au bout. Oui, parce qu'il a déjà anticipé qu'il pourrait bosser dans le spatial. Il a pris des infos. Oui, disons que voilà, il est ambitieux aussi. Il sait aussi qu'il n'y a pas que la natation dans la vie. Mais est-ce qu'il change pas de dimension là aujourd'hui? Aujourd'hui, clairement, il est. Vous savez que on en parlait avec ses parents ce matin. Il est aujourd'hui pour le moment le 9e athlète, qu'il est classé 9e athlète des Jeux, quoi. Aujourd'hui, donc dans un classement. Des médailles. Des classements des médailles là, oui. de ces Jeux là. C'est quand même assez exceptionnel aussi. Vous rentrez dans les top 10, c'est. Voilà, ça prend une grosse dimension. On sait que aujourd'hui sur Paris et en France, les Jeux sont regardés par déjà beaucoup de téléspectateurs, on l'a dit, plus le public qui est là. Effectivement, il est sur une dimension extraordinaire. Quoi. Non, mais c'est un régal. Comme vous le disiez, c'est aussi un garçon avec une tête bien faite. Et généralement, ces gens-là, ils n'ambitionnent pas que faire du sport toute leur vie. Et ils ont aussi envie de l'après-carrière. Ils ambitionnent aussi des choses très très intéressantes de très haut niveau. Donc j'ai cru comprendre qu'il avait un bac C avec mention, enfin l'équivalent d'un bac S avec mention, pardon, qui se dirige vers des études scientifiques. Donc si effectivement il tend vers le spatial ou des choses comme ça. Oui, spatial, c'est parce que j'avais évoqué à un moment donné avec Christine. J'avais dit à un moment donné il voulait piloter. Enfin, il a pris des cours. Il était adolescent. Il prenait des cours de pilotage, de planeur, quoi. C'est voilà, c'est déjà. Voilà, moi ça me surprenait un peu parce que je pensais qu'il y avait que les adultes qui pouvaient s'amuser à piloter un planeur, quoi. Non, mais voilà, déjà c'est une ambition qui me dépasse, moi. Donc on a un exemple, le champion olympique Lamy Chapuis. Je crois qu'il est devenu après carrière. C'est jeune, il est devenu pilote de ligne maintenant chez AF. Voilà, il a tout pour s'envoler très loin. En tous les cas, voilà. C'est ce qu'on lui souhaite. Il y a une demi-finale tout à l'heure. Vous allez aller le voir, Sébastien. Tout à fait, voilà. Et prochaine médaille d'or, sans doute, peut-être demain. Alors on va pas lâcher. On va croiser les doigts. Il a quand même reconnu qu'il avait eu du mal à dormir cette nuit. Oui, deux médailles. Déjà une. Enfin, je sais pas combien. Deux d'un coup là, coup sur coup en 2 heures. Wow. Incroyable. Allez, on s'arrête et on va accueillir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Christine, bonsoir à vos invités et aux auditeurs. Bonsoir. Vous connaissez Léon Marchand, me dit-on dans l'oreillette? Je le connais, c'est un garçon de 22 ans que je le connais, je l'ai vu nager. J'ai eu la chance de connaître, de chronométrer son père, voilà, c'est beaucoup plus simple, voilà, au bord des bassins et voir son père évoluer il y a quelques années en arrière. Et je pense que c'est un garçon, pour l'instant, qui est bien encadré. Elles sont superbes, ses performances, c'est incroyable. Mais je suis pas un grand technicien, mais j'ai l'impression qu'il nage le 200 papillons et le 200 brasses qui demandent vraiment des aptitudes particulières. On demande des sollicitations des muscles différents. Est-ce qu'il va pouvoir le faire longtemps? C'est ça un peu le problème. C'est-à-dire, quand on est performant à cet âge-là, qu'on a gagné autant de choses, est-ce qu'on a envie encore de compter les carreaux du bassin pendant très longtemps aux entraînements? Et un petit peu l'entourage qu'il a autour de lui, c'est très très important. L'entourage psychologique, c'est-à-dire comment il est entouré. Est-ce qu'il va pas plancher au niveau physique
au mental, et ça c'est très 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 important. Il faut vraiment une famille, un entraîneur soudé autour de lui pour réussir des belles performances. Garder les pieds sur terre en tous les cas, rester dans le bassin comme on a été au début, la tête et les épaules, la tête et les jambes, ça fait partie du. Alors Mohamed, vous restez avec nous. Ce que je vous propose, mes chers Vrévois, c'est qu'on va faire l'info parce que on arrive bientôt à 18h, la météo. On devait faire notre quiz, on est un tout petit peu en retard. Mohamed, on va faire l'info, la météo, et on fera notre quiz des JO. On apprend plein de choses à chaque fois avec Antoine Mazère, avec encore un palmarès. Hein. On le rappelle, le palmarès de Léon. Et il est déjà long à 22 ans. On rappelle qu'il est né en 2002. Léon Marchand, c'est déjà 3 titres olympiques, dont 2 records olympiques, 6 médailles sur des championnats du monde, dont 3 en or, et déjà 18 titres de champion de France à seulement 22 ans. Voilà, il est dans la légende. Hein. C'est clair et net. On va le suivre. C'est pas fini. Encore 2 jours pour lui dans ses jeux. Après, sans doute qu'il va bien en profiter et se lâcher un peu, hein, Sébastien. Oui, je crois qu'il en a besoin. Je crois qu'il en a besoin. Allez, on se retrouve juste après la météo et l'info de 18h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, on est encore ensemble pour 1 heure avec nos vraies voix des JO, les membres du collectif des championnes et des champions français. Avec nous, Sébastien Delaine, double champion du monde de pentathlon moderne, 4 JO à son actif depuis Atlanta. Depuis Barcelone. 92. Ah oui, mais 92, mon Dieu. Isabelle Fijakowski, Isabelle est avec nous également, une participation au JO, mais surtout championne d'Europe de basket, première française à aller être draftée aux États-Unis. Vous avez ouvert la voie, hein? Faut quand même, hein? Ouais, il en faut une. Ouais, c'est ça. Moi, c'était voilà. vous. Et ce souvenir, ce moment, racontez-nous. C'était un peu dans la continuité. Sur le moment, on se rend pas compte. On se dit ouais, super, une nouvelle opportunité. C'était la première fois qu'une ligue américaine pour les femmes se mettait en place, donc on est super excités. Mais voilà, avec le temps, on se dit voilà, j'étais au bon endroit au bon moment quand même. Ouais, c'est ça. Ça devait être quand même quelque chose d'assez génial. Le sport là-bas pour les femmes est extraordinaire, quoi. Donc moi, ça m'a fait prendre conscience que en Europe, on ne considérait pas tant que ça et que c'était possible. On pouvait être performante. Les gens, il y avait 10 000 personnes de moyenne qui venaient nous voir sur les matchs. Donc c'est possible. On pouvait apporter du vrai spectacle. Allez, on va tout de suite avec vous, Antoine Mazère, faire un point médaille. Allez. Oui, déjà une médaille d'assurée, ça sera pour Sofiane Oumia, le boxeur toulousain qui a remporté son quart de finale, on en parlait tout à l'heure, et il se qualifie donc pour les demi-finales, et même en cas de défaite lors des demi-finales, il aura forcément la médaille de bronze parce qu'il n'y a pas de combat après une défaite en demi-finale, et bien sûr le Toulousain, lui qui rêve d'un titre olympique, il espère, en tout cas il sera au rendez-vous des demi-finales. Une deuxième peut-être chance de médaille, ça c'est sûr, elle y sera. Par contre, on va savoir dans quelques instants si c'est une médaille d'argent ou une médaille de bronze pour Titouan Castric, le Français de 19 ans, vient de prendre le 2e meilleur temps à Vers-sur-Marne en canoë kayak K1 slalom avec une seule grosse erreur. Malheureusement, il vient mourir à 20 centièmes de l'Italien de Gennaro, mais il reste seulement un concurrent. La médaille est sûre, elle est là, mais maintenant ça va être soit l'argent, soit le bronze pour Titouan Castric. Ouais, 20 centièmes, hein. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. C'est quoi? C'est un tout petit bout du kayak. Ouais, c'est l'enveloppe du kayak. C'est même pas un coup de pagaie, hein. Ouais. C'est terrible, hein. Et ça va rester à vie après. C'est terrible. Mohamed, vous êtes toujours avec nous? Oui, allez, j'écoute. Allez, on va partir tout de suite avec notre quiz, les JO pour les nuls avec Antoine Mazère. Le quiz des Jeux Olympiques. Alors Mohamed, vous êtes échauffé, vous êtes dans la chambre d'appel, mais il faut que vous choisissiez un participant. Daniel Sangouma nous a quittés, donc entre Sébastien Delaigne et Isabelle, vous choisissez qui? On le refane, voilà. Isabelle, vous allez jouer avec. Alors, on rappelle les règles, Isabelle. Ouais, les règles qui ont été bien sûr validées par le CIO. Hein. C'est très sérieux, c'est très cadré. Il faut absolument donner son prénom avant de répondre. Je vais vous poser la question. Si vous avez la bonne réponse, vous donnez votre prénom avant de répondre à la question et on vous donne la parole. Une fois qu'on vous a donné la parole, vous donnez la bonne réponse. Si la réponse, elle est bonne, vous gagnez le point. Sinon, c'est balle à l'autre équipe. Et après, on continue jusqu'à temps de trouver la bonne réponse. C'est la première équipe. Enfin, on n'a pas 2 heures non plus pour trouver la bonne réponse. Non, exactement. Il faut 5 secondes pour trouver la bonne réponse. Et puis après, il faut gagner 3 points pour emporter la partie. Allez, on y va. C'est parti. Top chrono. Ça va aller Est-ce qu'ils peuvent avoir un joker?
Oui. De qui? De moi. Ah ben moi je connais les réponses. Je vais décaler mes fiches alors. Alors uniquement s'il trouve pas. Lequel des deux frères Lebrun était encore en compétition aujourd'hui en quart de finale, s'est qualifié pour les demi-finales? Sébastien. Félix Lebrun. Félix Lebrun. C'est une bonne réponse. 17 ans pour le pongiste français. Ça fait 1-0. Justement, nous parlions des deux frères Lebrun depuis le début de la compétition. Mais de quelle ville sont-ils originaires les deux? Isabelle. Montpellier. Bravo. C'est une égalisation. Bravo, vous avez bien. Ah, ça va très vite. On compte sur vous, Mohamed. Oui, là, je suis un peu à la rue. Mais peut-être que Mohamed aura la prochaine réponse. À quelle place a terminé Anthony Jean-Jean hier en BMX au terme d'un run exceptionnel? Sébastien. Médaille d'argent. C'est une mauvaise réponse. Isabelle. Oui. Médaille d'or? Non, c'est Isabelle. Attention, Isabelle. 4e? Non, c'est une mauvaise réponse. Sébastien. Oui. Médaille de bronze. Médaille de bronze, c'est une bonne réponse. Oui. Oh, et qu'on apprend à l'instant que Titouan Castrix sera médaillé d'argent aux Jeux Olympiques avec, super. après le dernier run, l'Anglais a fini 5e du relais du canoë. Et nouvelle médaille pour le canoë après Thomas Gestin. C'est une médaille pour l'équipe de France, médaille d'argent. Et une de plus. Ce quiz. Alors le quiz. 2-1 pour Sébastien Delaine. La France possède 26 médailles actuellement. Alors c'était juste avant ces médailles-là. Mais quel sport a rapporté le plus de médailles depuis les Jeux Olympiques? Sébastien. Oui. Mohamed. Sébastien. Natation. Non, c'est une mauvaise réponse. Mohamed. L'escrime, peut-être? Ou le judo? Ah non, c'est une réponse. Il faut donner une réponse. C'était l'escrime. C'est une mauvaise réponse. C'est Sébastien. C'est le judo. Et oui, c'est le judo. 7 médailles remportées par le judo. C'était 6 pour l'escrime, c'est juste en dessous. 4 pour la natation, mais ça peut peut-être changer. Je pensais aux médailles d'or en fait. Je pense, comme c'est le classement, ça se fait par rapport aux médailles d'or. Les questions sont subtiles. Tout à fait. On en fait peut-être une dernière. Allez. Pour le plaisir. Allez. Qui a déclaré Léon Marchand, c'est Hallyday au Stade de France? Quelqu'un du monde de la natation a déclaré ça. Léon Marchand, c'est Johnny Hallyday au Stade de France. Un indice. Lormanodou, Mohamed. Mohamed, allez-y. C'est un rapport avec Lormanodou, mais c'est pas Lormanodou. Ah, Sébastien, c'est Florent. Ce n'est pas Florent Manodou. Lucas. C'est l'entraîneur de Florent Manodou. Philippe Lucas. Philippe Lucas. Qui a déclaré ça hier soir après l'ambiance et l'ovation. On rappelle que notamment la nageuse entraînée par Philippe Lucas, Kirpichnikova, qui a fini deuxième en explosant son record et son record de ça France. aussi, c'est une sacrée discipline. Hein. Le fond en natation, le 1500 mètres, c'est absolument spectaculaire. C'est récent, ça n'existait pas. Ouais. Très dur. Bon, victoire de Sébastien. Mais victoire de Sébastien. Mohamed. Il va falloir vous remettre à la course à pied. Hein. Ah oui, là c'est. C'est préparé. C'est pas bon, là, je suis pas terrible. Vous n'êtes pas affûté, hein, comme on dit dans le jargon. Non, pas du tout. Vous regardez ces JO, vous avez installé la télé, vous êtes un fan total? Des JO, oui. Je pense que j'ai mes filles qui ont nagé. Je veux dire, je m'intéresse. J'ai fait j'ai fait quelques marathons vraiment à un bas niveau. Et puis bon, j'aime le sport. J'étais responsable d'un club de natation aussi. Donc voilà, ça m'intéresse énormément. Ouais. Et vous vous régalez? Juste réponse rapide. Oui, c'est un réel plaisir. On dira ce qu'on voudra. Quand je vois un peu les triathlètes un petit peu nager dans la Seine, malgré qu'on dise qu'elles ne sont pas propres et tout ça, quand je vois ces performances, je veux dire, c'est immense. C'est vraiment, en plus de voir ces Jeux à Paris, je crois que on a tort un petit peu de critiquer. C'est quelque chose qui fait vibrer beaucoup de monde et je trouve que c'est formidable. Allez, ça continue évidemment. Ces JO jusqu'au 11 août prochain. On n'en est pas encore tout à fait à la moitié, mais avec déjà beaucoup de médailles. On vous embrasse, Mohamed, du côté de Perpignan. Belle fin d'après-midi. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci à vous. Dans un instant, on va faire le côté pile, le côté face et on retrouvera aussi, je pense, Clément Harion qui est toujours à la Défense Arena, Paris Défense Arena ou la Léon Marchand Arena. Ce sera plus simple. Dans quelques heures, effectivement, Léon Marchand va s'aligner à nouveau sur une demi-finale olympique. On ira prendre la température au bord du bassin, tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Christine Bouillot. Allez, on est en compagnie de nos vraies voix, membres du collectif des championnes et des champions français ce soir. Isabelle Fijakowski, une participation au JO en basket, championne d'Europe, première française de l'histoire du basket français à avoir été draftée aux États-Unis. Sébastien Delaine, double champion du monde en pentathlon moderne, 4 JO à votre actif. Et Antoine Mazer, journaliste sportif à Sud Radio. Vous êtes notre fil rouge tous les soirs dans cette émission. On rappelle les quelques infos importantes. Déjà, le compteur des médailles, c'est débloqué cet après-midi. Oui, avec Titouan Castré, qu'on vient de le lire, à 19 ans. Il rapporte une nouvelle médaille d'argent pour l'équipe de France, la 26e en kayak à seulement 19 ans. Un sacré exploit quand même pour Titouan Castré, qu'on l'a vécu un petit peu plus tôt. C'est Félix Lebrun à 17 ans, lui aussi, record de précocité, qui s'est qualifié pour les demi-finales de tennis de table. Et puis, on aura également une médaille d'assuré pour Sofiane Oumia, le boxeur toulousain, qui s'est qualifié, lui, pour les demi-finales en boxe. Et ça nous fait plaisir parce qu'on est présent partout. Voilà, et puis après la natation ce soir, bien sûr, 20h37, Mewen Tomac sur le 200 mètres d'eau, Florent Manodou, Maxime Grousset en 50 mètres nage libre. Les demi-finales, prenez bien rendez-vous à 20h46, ça va aller très vite. Et à 21h47, une heure après, la salle va exploser. Léon Marchand, 200 mètres, 4 nages, les demi-finales pour se qualifier en demi-finale. Allez, on va prendre la température dans un instant. On va aller au bord du bassin, voir un peu si la pression monte, le public aussi, cette Léon Marchand mania, cette Léon mania, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il détrône, effectivement, quand on a vu l'euphorie hier soir, il détrône beaucoup de sportifs, non pas à l'applaudimètre, mais au succès au mètre, je ne sais pas. C'est Clément Arion qui est sur place. Allez, on va passer au côté pile ou côté face de ces JO avec vous, Antoine. Quelques petites infos qu'on a glanées aussi, qui font le sel de cette compétition hors norme. Oui, avec cette image, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, qui a fait un petit peu le tour après avoir décroché avec l'équipe de France la médaille de bronze en sabre par équipe hier soir. Jean-Philippe Patrice a évoqué auprès de nos confrères de la Provence son amour pour l'Olympique de Marseille. Il espère même être invité avec son frère Sébastien à donner le coup d'envoi d'une rencontre. Il s'était déjà fait remarquer après la victoire en demi-finale parce que sous sa combinaison, il portait comme porte-bonheur le maillot de l'Olympique de Marseille. Il a déclaré dans le quotidien marseillais: les gars, on est 2 frangins marseillais médaillés olympiens. Alors franchement, si l'OM nous invite pas à un match à domicile pour donner le coup d'envoi, je les tue. Voilà, mais il dit qu'il met à chaque fois ce maillot de l'Olympique de Marseille. Ça lui porte bonheur. Oui, ça lui porte bonheur. Et porter le maillot de Marseille parfois à Paris, c'est assez risque et péril. Mais bon, là, c'est les JO, c'est encore une autre dimension. Autre info. Oui, c'est l'abandon en larmes d'une boxeuse italienne ce matin. Ça a fait beaucoup polémique. Angela Carini face à Iman Khelif, boxeuse algérienne qui était, on le rappelle, interdite de combattre en 2023. L'italienne a décidé d'abandonner après 46 secondes face à l'algérienne Iman Khelif en moins de 66 kilos, qui était suspendue l'année dernière au niveau international pour des relevés de testostérone trop élevés. La boxeuse hyper androgène. Sur les réseaux sociaux, certains utilisent le terme de male boxer fighting woman, boxeur homme combattant des femmes, quand d'autres postent des photos d'hommes à la place de la sienne. Pour rappel, Iman Khelif est née femme. Depuis ce matin, notamment Elon Musk a décidé de s'en mêler des messages à caractère transphobe. Côté italien, le numéro 2 du gouvernement d'extrême droite, Matteo Salvini, a quant à lui félicité sa boxeuse pour son abandon en criant: honte aux bureaucrates qui ont permis la tenue d'un tel match, clairement pas sur un pied d'égalité. On rappelle que la boxeuse algérienne avait terminé 5e des Jeux de Tokyo, mais c'est vrai que le CIO a affirmé que les tests réalisés en amont des compétitions ont établi que c'est bien une femme. Ouais, c'est une étrange, étonnante histoire, cette histoire de boxeuse avec ses transidentités, mais c'est surtout aussi derrière, ça déclenche un torrent de messages haineux dans tous les sens. Là-dessus, le monde ne bouge pas et ne change pas, c'est formidable. Vous avez fini avec vos petites infos ? Oui. Mes chers vraies voix, vos coups de cœur et vos coups de gueule pour ce soir, Sébastien, Isabelle, qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a plu ou déplu depuis le début de la compétition ou ces derniers jours ou aujourd'hui même? Isabelle. Mon coup de cœur va aller au public de Lille, parce qu'on parle beaucoup JO de Paris, et j'ai assisté à 2 rencontres à l'Arena, Pierre-Mauroy Arena,
et c'était juste incroyable. J'ai jamais vécu ça. On savait que les supporters du Nord sont les meilleurs supporters. Pour rappel, mes saisons à Valenciennes, à l'USVO, mais néanmoins là, c'était vraiment extraordinaire. Un public très familial, coloré, tous en bleu, blanc, rouge, avec l'envie de s'amuser, de prendre du plaisir. Et ça, c'est vraiment, je pensais pas qu'on arriverait à faire ça en France, et on y arrive. Donc c'est vraiment génial. Les sportifs sont dans d'extrêmes bonnes conditions, et les spectateurs, ils prennent un kiff à regarder les matchs et aussi à s'ambiancer. Donc vraiment gros coup de cœur pour le public de Lille. Et on avait des doutes, en tous les cas les athlètes étaient un peu déçus de pas être dans la fièvre parisienne, et de ce que vous savez, c'est oublié. Je pense que c'est oublié parce que la fièvre parisienne, j'espère qu'ils vont la vivre la semaine prochaine. Donc, en tout cas, avec ce public, même les Américains le disent. Hein, les joueurs NBA disent qu'ils n'ont jamais vécu ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Des gens du Nord ont le cœur. Hein, on connaît bien la chanson. L'accueil ne pouvait être que bon. Voilà. Hein, ouais, c'est super. Sébastien. Alors moi je vais rester sur un coup de cœur aussi. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on doit aborder tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir. Ça a un lien justement, mais ce coup de cœur n'a rien à voir avec le thème, puisque je l'ai choisi depuis quelques jours déjà. J'ai lu un article sur lequel enfin on allait aligner les primes pour les primes des Jeux paralympiques, à celles des Jeux olympiques. Donc je trouve ça excellent. Alors c'est un coup de gueule qu'il n'y ait pas eu ça avant. Et voilà. Aujourd'hui, effectivement, un médaille d'or aux Jeux paralympiques touchera apparemment 80 000 €, etc., etc. Donc voilà, c'est un coup de cœur, ouais. Enfin, oui. Ça veut dire que pendant longtemps, quand même, on a considéré encore une fois, il y a eu la place des femmes, hein, Isabelle, ça progresse, mais quand on s'aperçoit que la progression, les différences ou les injustices sont réparées, on se dit, mais comment ça a pu durer aussi longtemps? 2024, hein. Oui, mais il y a les préjugés sont ancrés quelque part, et c'est de les mettre de les voir, de voir que c'est pas normal, de voir que c'est de la discrimination. Ça prend du temps parce que on est habitué à un certain nombre de choses, et justement, ces Jeux olympiques permettent aussi de faire bouger les lignes. Alors on va aller tout de suite du côté des bassins pour voir un peu quelle est la température au bord du bassin de la Paris Défense Arena, j'ai tout dit dans l'ordre. Paris la Défense Arena. Parce que tous les stades ont été renommés, donc on est un peu perdu. Clément Harion, vous êtes au bord du bassin. Dans quelques heures, va nager à nouveau et Florent Manodou et Léon Marchand, si je me trompe pas. Exactement, Christine. La pression est comment là? C'est détendu là pour l'instant. Oui, c'est détendu. Votre souffle. Ouais. C'est détendu. Le public qui commence à arriver doucement près de la Défense Arena, la Léon Marchand Arena, comme vous dites si bien. L'ambiance qui commence à monter, le magnifique bassin est prêt. 15 000 spectateurs encore prévus ce soir qui vont pousser nos Français parce que la délégation tricolore est très représentée ce soir. Vous l'avez dit, 20h38, Mewen Tomac en finale du 200 mètres d'eau. Pas vraiment de chance de médaille pour lui. En tout cas, il ne fait pas partie des favoris de la course. Il sera sur la ligne d'eau numéro 1, 20h46. Ensuite, 50 mètres nage libre. 2 Français en demi-finale. Première course, Maxime Grousset, le Calédonien, qui s'est qualifié de justesse ce matin. C'était le 16e temps, le dernier temps des séries, mais il est bien qualifié, il est bien en demi. Et puis la deuxième course avec Florent Manodou. On en aurait presque oublié Florent Manodou avec tout cet engouement autour de Léon Marchand. Il est en forme, hein, Florent, 3e temps des séries ce matin. Il tentera donc de se qualifier pour la finale. Normalement, vu ce qu'il a montré ce matin, ça devrait passer. Et puis 21h19, on les a un petit peu oubliés aussi. 2 Françaises également en demi-finale du 200 mètres d'eau. Pauline Mailleux, la Canétoise, et Emma Terebo, la Calédonienne. On espère au moins une, voire 2 se qualifier pour la finale. Et puis, vous l'avez dit, on terminera en beauté. 21h47, Léon Marchand, demi-finale du 200 mètres 4 nages. Bon, normalement, pour lui, ça devrait passer, Christine, hein, vu la forme du Toulousain, ça devrait aller. Alors, on est avec quelqu'un qui le connaît bien dans ce studio, mon cher Clément, et on ne vend jamais une course avant de l'avoir courue. On est d'accord, Sébastien Delaine? Exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Jamais. Non, il est superstitieux, Léon? Il a des petits trucs de gamin? Je pense, non, c'est pas dans son truc, mais. Il est mécanique.
Oui, c'est cartésien. Ouais. Alors on explique aussi, parce que ça a été une grande interrogation de les voir arriver avec ces grosses doudounes dans la piscine olympique, c'est qu'il y a 2 bassins, et il y a une partie où ils s'échauffent, c'est ça ? Voilà. Et après ils sont à attendre combien de temps ? Un quart d'heure ? La chambre d'appel, oui, c'est ça. Après, j'ai pas le temps exact, mais en tout cas, après un échauffement de natation, pour rentrer dans l'eau, c'est un élément aussi qui est pas à la température du corps, donc ça refroidit tout le temps. Et il faut éviter justement de se refroidir après un échauffement, et pour garder les muscles relativement chauds, on va dire, on s'habille le plus vite possible. C'est pour ça qu'il y en a qui arrivent avec des chaussettes, leurs chaussures bien couverts. Voilà, c'est pour garder les muscles chauds, pour qu'ils soient réactifs très vite. Ça, c'est l'échauffement, c'est l'eau froide. Dans l'eau froide, parce qu'il n'y a pas de zone d'échauffement dans le bassin. Ce bassin a été fabriqué de toutes pièces à l'occasion de ces Jeux. La salle a été transformée complètement de A à Z pour en faire un bassin olympique, un double bassin et un bassin olympique. Les conditions de nage, elles ont l'air exceptionnelles en fait. Quand on voit encore une fois Léo Marchand nager, il vient de battre 2 records olympiques hier avec 2 médailles. Voilà, il y en a. J'ai entendu dire à un moment donné où j'ai lu un article comme quoi certains nageurs disaient c'est une piscine lente. Mais apparemment pas pour lui. Pourquoi il y a des piscines rapides et des piscines lentes ? Oui, c'est vrai. Enfin, en tant que nageur, où j'ai touché du doigt un peu la natation, effectivement, il y a des piscines où on se sentait moins bien, et effectivement, avec, vous savez, les piscines où il y a les profondeurs du plongeon, voilà, on sentait effectivement qu'il y avait pas la même densité d'eau, et effectivement, on se sentait un peu plus dans le dur à ce niveau-là que quand le bassin est pas très profond. Voilà, donc, mais apparemment ça le gêne pas, lui. Oui, rien ne le gêne. Non, voilà. Rien ne l'effraie et rien ne le gêne. Donc c'est ça qui est étonnant. Allez, on va s'arrêter un court instant. On va se retrouver avec nos vraies voix des JO ce soir autour de la table avec nous Sébastien Delaine, Isabelle Fijakowski et Antoine Mazer, et on va continuer de débattre avec cette idée proposée par la ministre des Sports de donner la Légion d'honneur à absolument tous les médaillés olympiques. Est-ce que c'est logique ? Qu'est-ce qui se passe en temps ordinaire ? Et puis les histoires de primes, on va éclairer tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, beaucoup d'infos, et on va être aidé par un connaisseur de la question juste après ça sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vraie voix Sud Radio. 17h, 19h, Christine Bouillot. Avec nos vraies voix Sud Radio des JO, des vraies voix exceptionnelles, membres du collectif des championnes et des champions français, des palmarès absolument dingues. Sébastien Delaine ce soir est avec nous, double champion du monde en pentathlon moderne, 4 JO à votre actif. Cher Sébastien, Isabelle Fijakowski, vous avez été championne d'Europe de basket, championne de France 5 fois. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Première joueuse française à être draftée aux États-Unis, une participation aux Jeux Olympiques. On fait d'ailleurs un petit point basket, mon cher Antoine, si c'est possible, Antoine Mazer, parce que les Françaises jouent en ce moment. Qui entrent dans la compétition aujourd'hui. Pour l'instant, ça se passe très bien. On est dans le 4e quart-temps. Il reste 9 minutes 42 à jouer. L'équipe de France qui mène 54-39 face au Nigeria. Alors, on raconte à nos auditeurs, nous avons mis effectivement le match dans ce studio parce qu'Isabelle est là. On peut pas rater ça. Vous les trouvez comment pour ce démarrage de compétition ? Là, c'est déjà le 3e match. Oui, c'est le 3e match. Le 3e match. Là, elles sont sur la continuité. Elles jouent contre une équipe africaine du Nigeria qui est très solide, qui a gagné contre l'Australie sur le premier match. Donc, on voit que c'est serré, mais elles ont toujours ces points d'avance. Elles jouent vraiment collectif. Maintenant, il va falloir défendre contre ces joueuses qui ont l'air assez dangereuses. Elles visent bien évidemment le podium et la plus belle des médailles. Ça paraît jouable compte tenu de ce que vous avez vu, Isabelle ? Ouais, je pense que c'est leur ambition, et de toute façon, quand on est au JO, l'objectif c'est la médaille. Oui, au moins une médaille. Et par rapport à ce qu'elles font, pour l'instant, elles semblent sur le bon chemin. On va effectivement faire un point régulier avec ces Françaises, et puis en termes d'infos sur les JO. Il y avait aussi le handball aussi tout à l'heure, l'équipe de France de handball, 38-24 face à l'Angola, l'équipe de France qui est première de son groupe, le groupe B, et qui pour l'instant poursuit son aventure. Ouais, on n'est pas sur le même registre chez les garçons. Il y a beaucoup d'interrogations sur le niveau de jeu de cette équipe qui interroge parce qu'elle produit depuis le début du tournoi, qui, rappelons-le, a
a fait match nul hier soir contre l'Égypte à la dernière seconde sur le buzzer quasiment. Sinon, c'était encore une défaite. On a couru après le score et on ne reconnaît pas le visage de ces Français. Enfin, vous les avez vus tous certainement jouer. On les reconnaît pas. Ouais, on les a reconnus un quart d'heure en fait. La première mi-temps du premier match où ils ont mené de +5, je crois, assez rapidement. Et après, ils se sont éteints à -7. Il y a beaucoup d'erreurs. Ouais, il y a beaucoup d'erreurs de prise d'intervalle, en tous les cas des erreurs outre techniques, mais de fond de jeu et qui interpellent compte tenu de ce niveau. Et on peut pas dire là, au bout du 3e match, que c'est le début de la compétition et que c'est une mise en route. Maintenant, les choses sont urgentes et il faut plus tergiverser pour les 2 matchs qui restent à jouer. L'Argentine demain et dimanche, ce sera la Hongrie pour espérer rentrer dans le dernier carré et produire autre chose. Heureusement que la formule des Jeux Olympiques le permet et d'aller plus loin en étant 4e de sa poule. Mais c'est une 3e place qu'il faudra aller chercher pour s'éviter un gros pour la suite. On en vient à notre débat, mes chers Vrévois. Ce matin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, chez nos confrères de France 2, a proposé que pour les athlètes qui décrochent une médaille, quelle que soit la couleur à ces Jeux de Paris, ils soient tous décorés finalement de la Légion d'honneur. Pour information, seuls les champions olympiques avaient cet honneur-là et les autres avaient un grade inférieur dans l'ordre national du mérite. Alors est-ce que ça paraît logique de mettre tout le monde à la même enseigne et est-ce que c'est une forme de reconnaissance de la part de la nation de les inscrire comme ça dans ce registre-là? Isabelle. Moi, je pense qu'il est important. Cette reconnaissance, elle est très importante. Ça montre combien le sport peut être important et valorisé. Après, de mettre tout le monde à la même enseigne, déjà d'être médaillé, c'est très bien, je trouve. Donc voilà, moi, cette hiérarchie, on va dire, c'est quand même une distinction très importante. Moi, ça me choque pas qu'il y ait cette hiérarchie. Ouais, Sébastien. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je rejoins Isabelle justement pour dire que effectivement, il y a un groupe France, il y a une team France. Il y en a qui ont des médailles, il y en a qui n'en ont pas. Pas faire de différence par rapport aux médaillés pour leur attribuer une reconnaissance, c'est super. Maintenant, je trouve, là c'est un coup de gueule pour le coup, je trouve qu'on a attendu les Jeux de 2024 pour se rendre compte qu'on avait des sportifs en France pour reconnaître leur valeur, leur qualité et tout le travail qu'ils ont fourni. Qui ils sont. Et puis ça me fait rebondir aussi sur ce collectif qui a été monté. C'est un peu la même histoire, quoi. On attribue des mois de retraite pour la reconnaissance du travail effectué pendant toutes les années d'entraînement et tous les sacrifices qu'ils ont fait. Mais ça, depuis seulement depuis 2012, tous les athlètes d'avant ne sont pas reconnus et sont mis un peu de côté et ils sont oubliés, on les oublie. Oui, et surtout c'est une distorsion de reconnaissance, c'est une inégalité ce que vous racontez, Sébastien, parce que vous avez vécu les mêmes choses. Tout à fait. Et pour revenir sur ces médailles, pour pas rester non plus sur les retraites, pour revenir sur ces médailles, les médaillés de Tokyo, alors ils ont pas seuls les médaillés d'or seront reconnus et les autres, qu'est-ce qu'on en dit, quoi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces médaillés, justement. Alors c'est pour ça que effectivement reconnaître tous les athlètes c'est une bonne chose. Bien devant votre micro, Sébastien, vraiment faut pas hésiter. On explique à nos auditeurs parce que c'est vrai que ce collectif, vous êtes plus de 600 et dans ce collectif des championnes et des champions français, on le redit, il y a des champions olympiques, des champions du monde, des fois les 2, des fois les 3 champions d'Europe. Il y a des palmarès absolument gigantesques. Vous êtes donc d'une génération où on faisait souvent du sport amateur, où on n'avait pas d'autre choix que de s'entraîner et puis éventuellement de laisser tomber un peu ses études. C'est un peu ça, Isabelle. Et donc toutes ces années-là d'entraînement, aujourd'hui, alors que vous avez ramené des médailles, vous avez ramené des titres au sport français, tout ça, l'État vous dit, en gros, pour ces années-là, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, c'est comme si on nous disait, ça n'a pas compté, quoi.
Et on se rend compte que ces personnes, maintenant, qui arrivent à l'âge de la retraite, elles peuvent être dans une grande précarité. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que des champions soient précaires à la retraite, qu'ils soient obligés de travailler jusqu'à 67 ans, alors que au niveau physique, c'est vrai qu'on est très impacté. Et ça, c'est une grosse discrimination que moi, j'arrive pas à comprendre. Oui, alors, donc, des médailles, des distinctions comme la Légion d'honneur, pourquoi pas, vous dites, mais d'abord un traitement social équitable pour tout le monde et pour longtemps. Oui, et considérer que tout le monde, mettre tout le monde à la même enseigne, et l'effet rétroactif, il est possible. Il est possible de changer les choses, et c'est ce qu'on revendique, parce que il y a tant de personnes, il y a des sports qui ont un peu plus de chance, qui sont professionnels comme le basket, mais néanmoins à une certaine époque le basket n'était pas professionnel, était complètement amateur, et il faut aussi parler des sportifs après leur carrière. Ils enchaînent pas forcément sur une vie professionnelle dans des conditions où ils peuvent cumuler des trimestres, et la conséquence, c'est qu'ils se retrouvent à la retraite avec des conditions très très difficiles. Y compris ces athlètes-là que l'on glorifie aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont sur le devant de la scène, d'autres qui sont moins connus et qui certainement retomberont dans une forme d'anonymat généralisé à l'issue de la compétition. Et donc, c'est important aussi de s'occuper de l'après-carrière. J'avais envie d'entendre et d'inviter Alban Benasser qui est avec nous. Alban, bonsoir. Oui, bonsoir Christine. Bonsoir les vraies voix, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, Alban, ancien boxeur et avocat en droit du sport et des athlètes. Alors, on parlait de ces reconnaissances, on parlait de cette façon de reconnaître l'intégralité d'une carrière d'un sportif au même titre qu'une formation professionnelle qui est inclue aujourd'hui dans ses droits pour sa vie future. Ces histoires déjà, alors on va pas rentrer avec la Légion d'honneur pour tous les athlètes parce que de toute façon c'est le chef de l'État qui va donner son feu vert pour le faire ou pas. Mais par exemple, on parle beaucoup des primes qui sont accordées aux athlètes parce que certains peut-être se disent waouh super, ils vont gagner plein d'argent, ils vont être très riches à la sortie des JO, mais on va quand même calmer tout le monde, Alban, en disant les primes certes, mais déjà elles sont fiscalisées. Exactement. En fait, alors traditionnellement, toutes ces primes étaient défiscalisées donc jusqu'en 2010. Ensuite, sur Vancouver et puis les Jeux suivants, ça a été fiscalisé. Ça a été à nouveau défiscalisé sur Rio et sur Tokyo. Et puis sur Paris, ce sera intégralement soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, pour donner une petite idée, sur une médaille d'or, par exemple, pour un célibataire sans enfant, une fois qu'il aura payé l'impôt sur le revenu, sur les 80 000 euros de prime, il va lui rester à peu près 65 000 euros. Pour des années de travail, je le rappelle. Pour 4 ans, pour 4 ans de préparation, et puis un gros travail, et puis l'objectif de toute une vie. Donc certes, 80 000 euros, c'est de l'argent, mais on va dire que l'État donne d'une main et puis il reprend une partie de l'autre main, de l'autre côté. Alban, c'est 80 000 euros donc pour une médaille d'or. On descend pour la médaille d'argent à 40 000. 40 000. C'est beaucoup le différentiel entre quand on voit que là un athlète il rate la médaille d'or pour 2 centièmes, c'est quand même terrible. Et ces 40 000 euros sont aussi fiscalisés. Ouais, c'est intégralement. En fait, pour faire simple, toutes les primes aux médailles olympiques sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc tout est fiscalisé, que ce soit du bronze, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'or. Il faudra payer l'impôt sur le revenu quoi qu'il arrive, puisqu'en fait ces revenus-là sont assimilés à des traitements et salaires. Donc les sportifs devront rendre une partie de cet argent à l'État. Alors Alban, vous restez avec nous, Alban Benasser, ancien boxeur, avocat en droit du sport et des affaires, le collectif des championnes et des champions français. On va continuer, on va faire une petite pause sur Sud Radio pour se retrouver juste après, faire et continuer de discuter sur ces histoires, voir aussi dans les autres pays comment ça se passe. Est-ce qu'on est mieux traité ailleurs? Est-ce qu'il y a un traitement plus favorable? Ça, Alban, vous allez nous dire. Antoine aussi a enquêté là-dessus. C'est important. On se retrouve dans un instant sur les vraies voix des JO. À tout de suite. Et en compagnie de nos vraies voix des JO, Sébastien Delaine ce soir avec nous, Isabelle Fijakowski également avec nous, membre du collectif des championnes et des champions français. On continue notre discussion avec vous, Alban Benasser, ancien boxeur et avocat en droit du sport et des athlètes. On parlait de ces récompenses et de ce traitement des athlètes français, ceux qui
seront médaillés, mais il y a tous ceux qui ne le seront pas et qui feront peut-être leur dernier jeu à cette occasion, mais qui ont passé une grande partie de leur vie. Donc les médaillés recevront des primes. On en a donné le montant en rappelant que c'était fiscalisé. Est-ce qu'il y a des pays, Alban Benasser, qui traitent, je vais pas dire mieux ou moins bien, mais qui sont plus généreux en tous les cas? Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que tout ça n'est pas du tout uniformisé. En fait, c'est un peu chaque gouvernement et chaque État qui va faire ses règles, ses propres règles. On va dire que les champions en la matière, c'est les pays asiatiques, puisque Hong Kong et Singapour sont très généreux. C'est aux environs de 700 000 € pour une médaille d'or dans ces pays-là. Où ça? Hong Kong et Singapour. Et c'est cumulable, il me semble, s'il y a 2 médailles d'or. Ouais, tout à fait. Donc parce qu'en France, est-ce que c'est cumulable? Est-ce que par exemple, Léon Marchand, 3 médailles d'or, il a 3 fois 80 000 €. Non. Alors, non, dit Sébastien Delaine. Ouais, Sébastien d'ailleurs que j'ai reconnu grâce à son accent chantant tout à l'heure. Mais Sébastien, salut Sébastien, je crois qu'il a raison. Effectivement, les textes sont très flous. Ouais. Là, c'est le juriste qui parle, donc les textes sont assez obscurs. La pratique, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est pas cumulable. Donc, pour Léon Marchand, qui nous fait des performances incroyables, le pauvre, ce sera comme s'il avait eu, symboliquement, bien sûr, il a ses 3 médailles d'or, mais financièrement, il aura eu une prime, quoi. 65 000 €. Parce qu'il est célibataire et qu'il n'a pas d'enfant. Voilà. Lamentable. C'est terrible. Et quand on compare effectivement à des pays comme Hong Kong, Singapour, où on voit des chiffres des 700 000 € pour une médaille d'or, on peut se dire qu'on est un petit peu à la traîne. Après, ce qu'on peut souligner aussi, pour être, on va dire, le plus honnête possible, c'est qu'il y a quand même plus de 18 millions d'euros qui ont été budgétés sur les primes aux médailles dans le projet de loi de finances de 2024. Donc c'est un montant historiquement très élevé. On n'a jamais eu aussi élevé dans le budget du ministère des Sports. Mais ça s'explique parce qu'on récompense non seulement les athlètes, mais aussi l'encadrement. Ouais. Donc en fait, ça fait des montants qui paraissent tout de suite très élevés, sauf qu'il y en a une partie qui vont aux entraîneurs, etc. Oui, mais tout est assujetti à l'impôt. Et tout est assujetti à l'impôt, absolument. La règle reste la même. Donc ils vont en récupérer pas mal. Donc l'État va en récupérer une bonne partie. Donc on te dit, on va tracer une ligne à 18 000 €, mais on va en récupérer 25% en gros, non? Ouais, c'est ça. En fait, tu as une ligne budgétaire à 18 millions, un peu plus de 18 millions d'euros dans le projet de loi de finances. Et tu en as 15% en gros qui vont revenir dans la poche de l'État. Bien sûr, alors on parle de ces sommes-là. Pour certains Français, ça paraît beaucoup. Il y a des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois aussi. Alors je m'adresse à vous, les vraies voix, mais Alban Benasser aussi. On sait très bien que voilà, il y a des gens qui ont du mal avec l'inflation, que toutes ces sommes peuvent paraître colossales mais lisser sur une carrière sportive pour un titre ou pour une médaille, même si effectivement l'État, l'ANS a mis le paquet, Alban Benasser, sur la formation et le programme du haut niveau à l'occasion de ces Jeux de Paris, c'est pas pérenne. Non, parce que l'idée de ce programme d'accompagnement de la haute performance, c'était un peu de tirer les conséquences de Londres en 2012 en fait, parce qu'on s'était dit que les Britanniques avaient été très bons sur l'accompagnement de la haute performance. Donc il y a eu des améliorations de ce côté-là par rapport notamment au dispositif que peut proposer l'ANS, donc l'Agence nationale du sport. Après, effectivement, c'est un très très gros travail. En fait, on dit 4 ans, une Olympiade, mais c'est un engagement d'une vie, quoi. C'est des athlètes qui pratiquent depuis tout petit, etc., etc. Donc c'est très peu valorisé, je trouve, au regard du travail qu'il faut fournir, et puis ensuite de l'après-carrière où finalement certains vont retomber un petit peu dans l'anonymat et voire même la précarité. Donc c'est un peu inquiétant. Isabelle. Ben oui, on oublie que être sportif professionnel, en fait, c'est normal d'être bien payé. C'est quand on a une haute fonction, on prend des risques. Et pendant qu'on est sportif, on fait pas d'études, donc on prend des risques sur sa vie. Donc moi, je trouve que c'est normal d'être rémunéré plus que la moyenne. C'est des gens exceptionnels et effectivement on voit pas que cette prime elle est même pas sur 4 ans des fois pour certains athlètes, c'est sur 8 ans, sur 10 ans de travail et c'est une juste récompense même si comme on l'a dit on aimerait que ce soit un petit peu
plus valorisé, pas justement que sur la prime, mais sur d'autres mesures sociales d'accompagnement, d'aide aux athlètes et jusqu'à la retraite. Parce que ça sera ces questions-là, Alban Benasser, ça sera la question de la suite, parce qu'il y a un effet booster avec les Jeux de Paris, mais il va falloir pour le mouvement sportif français continuer d'aider ces athlètes à performer et qu'il n'y ait pas une forme de on a fait ce qu'il fallait et on revient finalement pas au système de la débrouille. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, mais on revient un tout petit peu, on réduit un peu la voilure. Oui, mais vous avez raison. Et en plus, ce qui est notable aussi, c'est qu'on a un certain nombre maintenant de fédérations internationales qui servent aux athlètes médaillés des primes. Donc non seulement les États, mais en plus l'athlétisme par exemple le fait, la boxe le fait. Enfin voilà, il y a des fédérations internationales qui viennent elles-mêmes récompenser les médaillés. Et je crois aussi que culturellement et historiquement, on est, contrairement par exemple aux pays de l'Est, aux pays des Balkans, où en fait la médaille ouvre un droit ensuite à une rente à vie. C'est-à-dire que l'État va valoriser, à partir de la 40e année par exemple pour la Serbie, un athlète serbe médaillé, il va percevoir non seulement une prime de l'ordre de 200 000 euros, mais ensuite à partir de sa 40e année jusqu'à son décès, il va percevoir une prime, une rente à vie de l'État. Donc c'est vraiment valoriser sur la distance les sacrifices qui ont été faits pour la nation et pour le sport, quoi. Oui, moi effectivement je voulais intervenir sur un exemple très concret. Que je connais bien parce que c'est un sport c'est un pays de pentathlon, c'est la Hongrie. Ça a été un sport national là-bas, le pentathlon, et donc on discute beaucoup. On a été souvent en stage. Il y a plusieurs compétitions sur l'année, des coupes du monde, des circuits internationaux, et ils ont eu pas mal de champions olympiques, de vice-champions olympiques, etc. Ils ont eu beaucoup de médailles olympiques, et ces médailles olympiques nous disaient justement qu'ils avaient une rente à vie, donc une retraite avant l'heure. À savoir que, à l'époque où j'étais pentathlète, donc c'était de l'ordre pour les médailles olympiques de 1 200 € par mois. À vie, à partir du moment où on est médaillé. C'est quand même joli. Et c'est quand même une reconnaissance, mais à vie, justement. Et la prime de la médaille d'or cette année pour la Hongrie, c'est $154 000 quand même. Ouais, c'est quand même sacrément élevé. Et c'est un pays très sportif, quoi. Oui. Là, il va y avoir beaucoup de discussions, j'imagine, sur l'après de tout ce qui va en refléter. Mais il y a des discussions aussi au niveau du Parlement, Alban Benasser, sur le statut de ces athlètes de haut niveau. Ça paraît pareil obscur peut-être au grand public, mais le statut, c'est-à-dire une sorte de convention, un cadre juridique qui protège les athlètes de haut niveau, jusqu'à il y a très peu de temps, ça n'existait pas. Alors oui, il faut tout de suite poser une distinction parce que la plupart des gens qui nous écoutent vont dire Kylian Mbappé c'est un sportif de haut niveau. Alors non, Kylian Mbappé, sportivement, c'est un excellent sportif, c'est un sportif de haut niveau, mais c'est surtout un sportif professionnel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en contrat avec un club et qui est payé pour faire son sport. Ce qui n'est pas du tout le cas des sportifs amateurs et des sportifs de haut niveau, qui sont inscrits sur les listes ministérielles en France, mais ça leur procure des aides personnalisées, des choses comme ça. Mais en revanche, ils sont pas du tout payés salariés pour pratiquer leur sport. Ouais. Donc il faut aller chercher des contrats, ou en tous les cas il faut performer, et c'est des partenaires, et on voit effectivement de ce côté-là. Alban, on en profite, vous êtes avocat en droit du sport et des athlètes, on voulait un petit éclaircissement puisque vous êtes là. On a abordé une chose hier à propos de Léon Marchand sur ce contrôle antidopage exercé dans sa chambre au village olympique à des horaires, on s'est quand même interrogé d'aller contrôler notre meilleur nageur à 6h moins le quart du matin et pas à 7h30 à l'heure où il est censé peut-être se réveiller. Les contrôleurs antidopage, ils ont le droit d'aller partout, tout le temps et où ils veulent. Oui, quasiment. Pour simplifier, on va dire que oui, parce que la volonté, c'est vraiment de garantir. Alors moi, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie dans tout ça, mais bon, on peut rebondir là-dessus. Mais la volonté affichée, c'est de garantir l'équité et l'intégrité des compétitions sportives. Et en fait, on sait que la planification des contrôles, faut savoir que Paris 2024, c'est 6000 contrôles qui sont prévus. Et sur les Jeux paralympiques, c'est 2600 contrôles qui sont envisagés. Donc ça fait 8600 sur les deux Olympiades, donc c'est énorme. Et en fait, on cible, c'est ciblé, c'est-à-dire qu'on prend les sports les plus médiatiques, on prend les sports justement pour peut-être faire des exemples, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Il y a une politique de contrôle qui tient compte de la nature et de la médiatisation du sport. Donc c'est pas totalement innocent qu'on aille contrôler un triple médaillé olympique dans ces circonstances.
Tout à fait. Avec des circonstances, effectivement. En plus, il était pas aux Jeux olympiques, mais il s'était déclaré. Donc de ce côté-là, tout va bien pour lui. Alban Benasser, sur le statut des athlètes et la façon dont ils sont perçus. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après Paris 2024 ? Très honnêtement, je pense qu'on va en parler là ça va être du court terme. Je veux pas être défaitiste, je veux pas être pessimiste parce qu'il y a des belles choses qui sont mises en place, on a des beaux jeux, etc., etc. Donc je reste positif, mais fondamentalement, vous parliez du rapport justement de Brigitte Bédier sur le statut des sportifs de haut niveau. Il y a des propositions qui sont faites, mais on voit que c'est encore un peu frileux, c'est encore un peu timide. Surtout, il nous faudrait un gouvernement aussi. C'est bien aussi, ce serait mieux, ce serait plus stable. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui est proposé, on sent bien que la volonté de ce rapport, c'est de se rapprocher d'un statut du sportif de haut niveau qui serait similaire à celui du sportif professionnel, donc avec un contrat de travail, un revenu régulier, etc., etc. Mais le principal problème auquel on se heurte, c'est un problème d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez salarier un sportif de haut niveau pour qu'il vive de la pratique de son sport, il faut une structure qui va lui payer un salaire. Aujourd'hui, la plupart des clubs amateurs n'ont pas les moyens financiers de salarier décemment un sportif de haut niveau. Donc la volonté, elle mérite d'être saluée, elle est belle, mais simplement dans la mise en pratique, outre le fait qu'on n'a pas de gouvernement, ça va être compliqué. Voilà, effectivement, c'est un vrai sujet. Alban Benasser, merci beaucoup de ces éclairages. Merci à vous. Je rappelle, effectivement, vous êtes avocat en droit du sport et des affaires, ancien boxeur professionnel aussi, et donc vous connaissez bien les tenants et les aboutissants. On arrive au bout de ces 2 heures des vraies voix. Sébastien Delaigne, Isabelle Fijakowski, on croise les doigts pour la suite. Tout à fait. Les Françaises, mais sur le podium. Isabelle, on se voit la semaine prochaine. À fond. j'espère. Vous revenez, vous savez où je reviens. Vous savez où c'est, puis l'Arena, elle est pas très loin, visiblement. C'est moins loin que Lille, nos studios. Sébastien, on vous laisse repartir à la Marchon-Léon, à la Léon-Marchand Arena. Encore, ouais. Bon, à tous les cas, bonne chance à lui. En tous les cas, on lui souhaite que le meilleur et il nous a fait rêver. Et vous pouvez lui dire de notre part qu'il a fait rêver pas mal de gens ici. Merci à vous, Antoine Mazère. Il n'y a pas eu de médaille Non, pas de médaille, mais juste pour parler justement du basket féminin après avoir largement dominé le Canada. Donc c'était lundi dernier. Les Français valident leur place en quart de finale. Il fallait absolument gagner face au Nigeria. 75-54, c'est fait, notamment 15 points de Marine Johannes. Il y aura quand même un dernier match contre l'Australie, c'est dimanche à 21h, mais les filles sont en quart de finale, ça c'est une bonne nouvelle. Alors les filles en handball et en basket, elles sont en quart de finale, elles font le boulot les nanas, je veux pas dire, mais voilà, les garçons c'est plus dur. Et 21h37 la course de Léon Marchand tout à l'heure, 21h47. 21h47, la France s'arrête à 21h47, c'est dès qu'il nage. Mais il faudrait continuer à faire ça à chaque fois qu'il nage, mesdames, messieurs, ça serait pas mal. Pérennise ça aussi. Ah ouais, tout à fait. Allez, très belle soirée à vous, dans un instant l'info et vous retrouvez les JO dans tous leurs états avec Thierry Guerrier et Joseph Ruiz. À tout de suite.